Cette semaine, à Scolaire Le Monde, nous rencontrons Billy Tellier. Billy Tellier est un humoriste québécois. Il est âgé de 40 ans. Il est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2002. Il obtient le prix de la relève du festival Juste pour rire en 2004. Billy Tellier fait de la radio et de la télévision. À la télévision, il fait ses débuts comme comédien dans l'un des rôles principaux de la comédie Colloque.tv diffusée à Musique Plus. En 2012, il présente son spectacle « La loi du plus fort ». Avec ses capsules radiophoniques à Debout les comiques, Billy Tellier a gagné un Olivier en 2017. Il présente actuellement son deuxième spectacle intitulé « Hypocrite ». On l'a rencontré avant son spectacle. qui diriez-vous à un jeune de mon âge pour expliquer qui est Billy? Qui est Billy Tellier? Mon Dieu, c'est un humoriste, je dirais, multidisciplinaire. Hein? Je sais pas si on peut dire ça. Radio, télé, scène, bref, BD, jeux, n'importe quoi où je peux faire des jokes, moi, je suis là. Quel genre de petit garçon était-vous? J'ai toujours été un petit garçon quand même très timide, très timide, je dirais, en classe. Sur scène, là, j'avais du fun puis je me laissais aller. Mais j'étais plus du genre à faire des blagues à côté, la personne à côté de moi, puis elle riait fort, puis elle se faisait prendre, puis là, c'était elle qui avait le trouble. Fait que j'étais vraiment comme tranquille puis très studieux. Qui étaient vos modèles dans l'humour? Moi, écoute, quand j'ai commencé, c'est sûr qu'il y a eu François Pérusse dans les premiers que j'ai connus, mais Patrick Huard sur scène en tant qu'humoriste, moi, il était vraiment dans son prime à l'époque quand j'étais jeune et ses spectacles, c'était vraiment quelque chose. Donc, je dirais Patrick Huard pour sa présence sur scène, sa façon de livrer les blagues, ça m'a toujours impressionné. Qu'est-ce qui vous inspire le plus pour trouver vos blagues? Je m'inspire beaucoup de ma vie en général. Ça part de moi. Je pense que c'est la meilleure façon. Tu sais, les sujets, tout le monde en a parlé de tout. Fait que la meilleure façon de trouver ton angle différent, c'est de partir de toi. Puis là, ça va être vraiment très personnel. Donc, il n'y aura personne qui va voir la chose de la même façon que toi. Fait que je dirais de moi, de ma vie en général. Tu sais, des fois un peu l'actualité, mais c'est pas mal moi. Je commence tout le temps par rire de moi avant de rire des autres. Mais si je suis plus relax, c'est parce que dernièrement, j'ai vécu la chose la plus angoissante de toute ma vie, OK? Je reçois un appel de l'hôpital Sainte-Justine. Une femme qui me dit « Monsieur Tellier, on a un enfant ici du nom de Nicolas, 10 ans. Il aimerait ça vous rencontrer. » Et là, normalement, j'aurais dû être content, mais moi, je suis tombé nerveux. Pourquoi il voudrait me rencontrer, moi? Tu sais, il peut voir qui il veut. Il peut voir Mike Camilleri, Louis-José Hood, François Morancy. Mais non, il veut me voir, moi. C'est louche, là. Non, mais on se le cachera pas. Moi-même, être malade, je voudrais pas me voir. Là, je me suis dit, à moins qu'il m'utilise pour motiver les jeunes, tu sais. « Nicolas, Billy Tellier va venir te voir. »« Oh non, c'est beau, ça va mieux! » On prend un rendez-vous, puis je raccroche. Et là, je réalise mon erreur. Moi, j'ai pas demandé à la fille qu'est-ce qu'il y avait comme maladie. Et là, ça part. Je me dis d'un coup qu'il est lourdement handicapé. Tu sais, moi, je suis pas bon avec les handicapés, là. Pas que je suis méchant, mais on est de même, nous autres, les humains. On n'est pas à l'aise avec la différence.
Je le sais, quand j'étais jeune, j'étais petit, là, puis personne me voulait. C'est comme, oh non, moi, je le veux pas, il court comme le nain dans Fort Boyard. Ah, moi, je le veux pas plus, si tu le prends, je te donne 5 piastres. Ça peut être cruel pareil, des parents qui divorcent. Fait que là, je me dis, Bill, pour ces raisons-là, tu peux pas dire non, hein, c'est une bonne cause. Et en plus, comme je suis un peu profiteur, c'est la meilleure des excuses. Tu sais, tu peux pas battre ça, là. Hein? Bill, oublie pas, je déménage dimanche. Ah non, je peux pas, je m'en vais visiter un enfant malade. Savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Ah, sûrement plus vite que le cœur de l'enfant malade que je m'en vais visiter. Là, j'arrive à l'hôpital motivé, tu sais. Je me dis, je pourrais y acheter un cadeau. Mais qu'est-ce que tu achètes comme cadeau à un enfant que tu connais pas? Tu sais, du chocolat, c'est pas bon pour la santé. Des toutous, il pourrait être allergique. Fait que ça va avoir l'air cheap. Mais j'ai acheté une pomme. Tu sais, moi, je me suis dit, personne n'est allergique aux pommes, c'est bon pour la santé. Et une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Puis tu veux le garder loin. Parce qu'avec le système de santé qu'on a, c'est pas tout le temps fiable, hein? Ou comme ils disent en anglais, « it's not safe ». Ou en japonais, « Toyota ». Fait que là, moi, j'arrive avec ma pomme à l'étage et je me sens ridicule, OK? Et l'infirmière m'attend pour m'amener à la chambre du petit Nicolas. Et là, plus on approche de la chambre, plus je commence à angoisser, là. Je m'imagine des affaires qui n'ont même pas rapport, là. Là, je me dis, OK, d'un coup, qu'il y a une maladie vraiment bizarre, là. Quelque chose de rare, là. D'un coup, qu'il y a un petit bras dans le front. Moi, faut-tu que j'y serre la main? Ou pire que ça, d'un coup, qu'il y a quelque chose que j'ai jamais vu. D'un coup, qu'il y a comme une tête de cheval. Hey, j'étais-tu content d'avoir acheté une pomme? Est-ce qu'il y a des sujets que vous préférez aborder en humour? Des sujets que j'aime aborder en humour. Oui, bien, ma vie. Oui, je te dirais ma vie, mes enfants. Mais c'est des périodes, hein. Tu sais, c'est pas mal où je suis rendu dans ma vie, mes questionnements, comment on voit les choses. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas de sujet de prédilection. J'aime ça de toucher à n'importe quoi, en fait. C'est ça qui est le fun, je pense, de l'humour, tu sais, puis de pas de s'arrêter. Puis des fois, tu fais, hey, je peux faire 5 minutes de gag sur des chips, ça dérangera pas. Puis après ça, faire un numéro sur le cancer, puis c'est parfait, c'est ça l'humour, on parle de tout. Est-ce que, selon vous, ça s'apprend à être humoriste? C'est une excellente question. Est-ce que ça s'apprend? Je pense qu'il y a des codes, il y a des façons de faire en humour que tu peux développer si tu pars de rien. Tu sais, moi, j'ai fait l'école de l'humour, donc on m'a vraiment encadré, on m'a aidé là-dedans. Mais le plaisir, l'aisance d'être sur scène, d'avoir le goût de faire ça, ça s'apprend pas, tu sais. Fait que quelqu'un qui aimera pas la scène, être devant le public, ça marchera jamais. Tu sais, je pense que ça se développe pas, ou en tout cas, ça va être plus long que d'autres avant d'aboutir à ce point-là où tu vas avoir du fun à être devant les gens puis dire des niaiseries. Fait que il y a une portion qui s'apprend, puis il y a une portion qui va s'apprendre aussi en le faisant. Il n'y a pas de secret, il va falloir que tu casses la gueule devant des gens, que ça aille mal, que tu te reprennes, que tu comprennes pourquoi ça a mal été, que tu retournes travailler. Fait que il y a un beau mix des deux. À ce sujet-là, on était curieux de savoir un peu des exemples de cours que vous avez à l'école de l'humour. Moi, ça fait longtemps, fait que ça a peut-être changé, mais dans mon temps en noir et blanc, c'était... il y avait des cours sur, je dirais, la technique des blagues. C'était François Havard qui me donnait ce cours-là, sur comment bien puncher, les styles de blagues aussi, la façon de raccourcir tes mots dans une blague. On avait des cours de clown. On avait des cours d'improvisation, on avait des cours de télé pour mener des entrevues ou encore en faire, des cours d'éthique aussi, savoir de quoi on veut parler, des cours d'histoire de l'humour, d'où ça vient, comment ça a été fait, comment, qui sont les pionniers en humour. Fait que vraiment, on essaie... Il touche tous les volets possibles. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir les volets Internet et tout ça qu'on n'avait pas à l'époque. Mais je pense qu'il y a tellement de façons d'être drôle puis de tangentes que tu peux prendre dans ta carrière que je pense que c'est assez large. Là, vous êtes tous dans vos cours pour devenir humoriste, mais vous n'avez pas peur comme de devenir toute la même sorte d'humoriste, de faire toutes des mêmes blagues? Tu veux dire l'école de l'humour? Bien, l'école de l'humour te donne pas ta façon de faire. C'est-à-dire qu'on te montre des techniques que tu peux utiliser. C'est un peu comme si, je vais dire une phrase un peu weird, là, que tu allais chez Rona puis que tu avais plein d'outils sur le mur, mais c'est pas tout le monde qui va les utiliser de la même façon ou qui va les prendre pour façonner la même chose. Fait qu'on te montre les différentes techniques que tu peux utiliser, mais le but, c'est pas de rendre les gens dans des moules. Puis je pense que tu le vois avec les jeunes qui sortent de l'humour. Tu vas avoir de l'humour absurde, tu vas avoir de l'humour politique,
tu sais, que tu vas avoir de l'humour stand-up. Il y en a qui reviennent au personnage. Donc, je pense que ça n'a jamais été une balise pour l'école de mettre tout le monde dans le même moule parce que, en bout de ligne, ça ne crée pas de variété. Puis je pense que les gens aiment la variété au Québec. Comment vous sentez-vous en coulisses avant un spectacle et sur scène pendant votre spectacle? En coulisses, ben là, le show est très rodé. Fait que je me sens quand même assez bien. Je suis assez relax. Il y a tout un petit stress, mais je pense que c'est plus grand-chose. Je pense que les galas sont beaucoup plus stressants qu'un show parce qu'un gala, tu as 8-9 minutes pour faire un numéro puis tu veux pas te tromper. T'sais, là, si je me trompe, c'est pas grave. J'ai encore 1h20 où je peux me rattraper, niaiser avec les gens. Il n'y a pas de stress. C'est mon spectacle à moi. Fait que je décroche puis j'ai du fun. Puis sur scène, ben, je me sens bien. C'est sûr que ça va dépendre des journées. Je pense que c'est comme n'importe quel travail. C'est juste que moi, ça se passe dans ma tête puis les gens le voient pas. Mais tu as des journées avec des inquiétudes, des journées où tes enfants ont été malades, des journées où tu n'as pas dormi la veille, où tu n'as pas... Fait que tu sais, c'est tout le temps de te battre avec toi-même pour pas que ça paraisse sur scène puis de faire « ces gens-là ont payé, ces gens-là sont là pour toi, fait que go, tu sais, endors-toi pas ou mets-toi pas sur l'autopilote. » Je suis content, je suis premier invité. Je suis un peu stressé, mais bon, je pense que c'est normal de nos jours. Hein? On est tous stressés. Premièrement, je pense que c'est à cause des nouvelles. Que ce soit radio, télé, journaux, t'écoutes ça et t'as l'impression que la fin du monde va être demain matin. Moi, je dis, on enlève les médias. Ce serait beaucoup plus relax. Parce qu'on sauverait nos nouvelles de bouche à oreille. C'est comme le jeu du téléphone. Fait qu'une fois rendu ici, les nouvelles seraient plus les mêmes, donc totalement inoffensives. Prenons par exemple la nouvelle des attentats du 11 septembre 2001, OK? La nouvelle part de New York. Paraît qu'il y a 2 avions qui ont frappé les 2 tours jumelles. Boston. Paraît qu'avec des jumelles, on a pu voir 2 avions frôler 2 tours. Philadelphie. Paraît qu'il y a 2 jumelles dans un avion qui jouent des tours. Montréal. Paraît que Julie Pimel y ont le tour. Val d'Or. Paraît qu'il te reste de la bière. Autre chose qui est très stressant, la job. Hein? On va-tu la garder? On va-tu la perdre? Mon père a travaillé pendant 10 ans chez Bombardier. Du jour au lendemain, bang, il ferme l'usine et déménage au Mexique. Bon, je comprends le principe, c'est moins cher là-bas, ils n'ont pas à payer de syndicat. Mais c'est-tu vraiment plus sécuritaire? Ça me tente pas d'entendre des trucs comme « Hey Pueblo, tu es sûr que tu as bien vissé les morceaux de l'avion? » Aïe, ça va! Y a-tu payé 2 $ de l'heure? Je m'en fous, il n'est pas les moyens de prendre l'avion. Arriba! Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire carrière en humour? De le faire. Parce que souvent, c'est ça que les gens disent. Ah, j'aimerais ça devenir humoriste. Bien, sois-le. Embarque sur scène, embarque n'importe où. Tu sais, il y a plein d'occasions. Aller au secondaire, il y a des parades de mode, il y a des galas, il y a des remises de prix, il y a toutes les façons de faire pour aller tester ça, que ce soit un 3 minutes, un 4 minutes, un 5 minutes, tu augmenteras éventuellement. Pars pas dans l'idée que tu vas faire une demi-heure. Là. Commence tranquillement, essaye-le, comprends pourquoi ça marche pas, c'est quoi ton style. Mais c'est bien beau de rêver de le faire. Tant que tu l'as pas fait, tu le sauras pas. Fait qu'il n'y a pas vraiment de secret, fais-le. Quels sont les rêves que vous aimeriez accomplir dans votre carrière? Oh, wow! J'aimerais continuer à toucher un peu à tout. J'aime ça, tu sais. Il y a plein de zones que j'ai pas explorées. J'aimerais ça, le cinéma, revenir à la télé, écrire des shows télé. Vraiment, j'aime un peu tout. Les dessins animés aussi, je trouverais ça très cool avec le petit monde de pouvoir faire ça un jour. Ça vous prend combien de temps à peu près écrire un show? Mettons comme le show d'aujourd'hui. C'est dur à dire. Ça peut être, je dirais, entre 6 mois et... Parce que, tu sais, faut que tu le rodes. Tu fais 6 mois, 1 an, même. Mais des fois, ça peut être très rapide, puis des fois, ça peut être très long. Si tu pars de zéro, c'est plus long avant que tu trouves ça va être quoi ta ligne directrice. Tu vas y aller numéro par numéro, à moins que tu aies vraiment une révélation que tu vas faire. Ça va être ça, mais c'est plus rare. Parlez-nous de l'événement Expo Science.
Bonjour, l'Expo Science, en fait, c'est un moyen pour les élèves, pour les jeunes, de développer leur intérêt pour la science et pouvoir nous présenter toutes sortes de passions qu'ils ont scientifiques. Donc, on a des jeunes qui vont faire ça par une vulgarisation, qui est une façon de faire une recherche puis de nous le présenter. Il y en a d'autres qui font des expérimentations, qui sont comme des laboratoires. Et il y a des conceptions. Là, ils vont fabriquer des objets, des trucs technologiques qu'ils vont pouvoir nous présenter. Qui expose les préservations? Bonjour, cette année, les exposants de l'Expo Science sont les élèves de la Polyvalente Lavigne en secondaire 1, 2, 3, en volet idées, profil monde. Et on accueille aussi cette année l'école Mirabel en secondaire 1, qui sont venus avec 2 groupes d'élèves. Qui avez-vous invité pour venir voir l'Expo Science? Bien évidemment, on a invité tous les élèves de l'école à venir visiter. On a invité les élèves du primaire aussi d'Argenteuil, donc les 5 et 6e années. Il y en a quelques écoles qui ont répondu à l'appel. Puis cette année, bien, on a le public qui peut revenir visiter. Donc on a des grands-mamans, des grands-papas, des mamans, des oncles, des tantes, puis des gens d'Argenteuil qui sont venus pour voir les beaux projets des élèves. Comment les élèves sont évalués? Chaque élève, en fait, chaque kiosque va être évalué par 4 juges, donc 4 jugements, selon une grille déjà déterminée avec des critères qui vont y aller avec la vulgarisation, l'aspect scientifique, la conception ou l'expérimentation. Donc, c'est les gens bénévoles qui voulaient évaluer. Il y a des parents bénévoles, il y a des élèves ici en 5e secondaire aussi qui viennent évaluer. Et les enseignants, bien sûr. Est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent gagner des prix? Et évidemment, c'est un concours, justement. Donc aujourd'hui, c'est la finale locale, ce qui veut dire que c'est notre centre de service Rivière-du-Nord. Donc, on va avoir 3 places en secondaire 1, 3 places en secondaire 2 et 3 places aussi en secondaire 3. Donc, ils vont avoir des prix qu'ils vont gagner. Ils vont gagner d'ailleurs des dollars CCIA d'Argenteuil. Donc, on peut dépenser dans toutes sortes de boutiques d'Argenteuil. On a également le prix coup de cœur du public. Donc, on va avoir aussi un prix comme de Méli-Mélo. Puis, on a aussi la Shop 78 qui remet un prix à nos gagnants. Mais encore plus que ça, ces gagnants-là, c'est le désir de poursuivre et aller à la finale régionale pour la Rive-Nord au complet. Donc, c'est au mois de mars que ça va se tenir à Terrebonne. Et cette finale-là, c'est des prix encore plus gros. Là, on parle de centaines de dollars. Et s'ils gagnent encore pour aller plus loin, on peut aller à la finale provinciale. Puis là, c'est même des prix universitaires, là, des bourses universitaires qui peuvent gagner. Et après ça, il y a la pan-canadienne, puis il y a la mondiale. Donc, on peut aller loin. Alors, on va vous parler de comment fonctionne le cerveau du cheval. Donc, le cerveau du cheval, il est très complexe. Il a une très grande mémoire, donc il peut reconnaître la nourriture et des personnes qu'il n'a pas vues depuis très longtemps. Il peut reconnaître la nourriture qui est toxique pour lui. Le cheval a 2 sortes d'émotions. Il y a les émotions quand le cheval va se faire monter, les émotions quand le cheval est dans son box. Quand le cheval va se faire monter, tout va dépendre du cavalier. Donc, s'il est stressé, fâché ou juste triste, bien, le cheval va souvent faire le contraire parce qu'il va ressentir les émotions. Donc, si on veut qu'il aille plus vite, bien, il va souvent ralentir. Si on veut qu'il tourne, bien, il va souvent, des fois, aller droit. Donc, c'est nous, dans ce temps-là, qu'on doit contrôler. Puis, dans son box, il y a les 2 oreilles vers l'avant. Bien, c'est parce qu'il est soit joyeux ou curieux. Donc, il y aurait un objet brillant qui aurait attiré son attention. S'il y a une oreille vers l'avant, une oreille vers l'arrière, c'est parce que c'est son mode de repos. Donc, il est détendu ou attentif. Puis s'il y a les 2 oreilles vers l'arrière, c'est parce qu'il est juste fâché ou nerveux. Donc, il veut être stressé, il n'aime pas l'endroit où est-ce qu'il est. Ou sinon, c'est quand on le scelle, on doit le sangler. Puis c'est comme si je prenais une ceinture, puis je te serre le ventre super fort. Donc, c'est pas le fun, mais ils viennent habituer après ce moment-là. On a fait 2 expériences à l'écurie où on va. Donc, la première expérience, ça a été, on a pris 20 chevaux et on se disait s'ils aimaient ça se faire brosser ou pas. Donc, 55 % aiment se faire brosser, 20 % aiment pas se faire brosser et 25 % ça leur dérangeait pas. Ensuite, on a fait un test pour voir quelle nourriture entre la carotte, la pomme, les gâteries, le foin ou l'avoine ils préféraient. 67 % préféraient l'avoine parce que c'est leur repas principal. 33 % préféraient la carotte parce que c'est comme une gâterie qu'ils aiment beaucoup. Mais la pomme, le foin puis les gâteries, on peut pas leur donner à profusion, mais ils aiment toujours ça d'en prendre à certains moments. Puis dans les aliments toxiques, il y a pour lui, c'est parce que ça va soit le tuer ou ça va le rendre très malade. Il y a le pain, l'avocat, le chocolat, les tomates, la viande, les produits laitiers.
il y en a aussi beaucoup d'autres, mais on a mis ceux de base parce que c'est souvent ceux-là les plus toxiques. Le pansage, c'est quand on brosse le cheval. Donc, il y a 7 brosses. Il y a l'étrille qui va être pour enlever un peu la poussière dans le poil. Il y a l'étrille métallique pour enlever son poil d'hiver sur lui. Il y a la brosse dure pour enlever la paille sur sa queue et sa crinière. Il y a la brosse douce pour enlever la poussière un peu de son poil. Il y a le cure-pied pour enlever la terre en dessous de ses sabots. Il y a le peigne pour démêler sa crinière et sa queue. Et la brosse de massage pour un peu détendre ses muscles avant l'entraînement. Le cheval a 3 allures. Donc, il y a la marche, qui est son allure de repos. Il y a le trot, qui est un peu comme du jogging. Et il y a le galop, qui est son allure de fuite. Donc, il va souvent aller plus vite dans cette allure-là. Donc, il y en a qui aiment les abeilles, mais il y en a qui n'aiment pas les abeilles, qui veulent les tuer. Donc, notre question est... Si les abeilles meurent, que va-t-il nous arriver? Pour commencer, sans les abeilles, la pollinisation serait très difficile et le miel se ferait rare. La pollinisation est quand les abeilles vont prendre le pollen pour faire du miel. Mais pendant le transport du pollen, il va y en avoir quelques-uns qui vont tomber dans l'organe femelle de la fleur. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'organe femelle de la fleur? La réponse est le pistil. Le pistil se situe ici dans la fleur. Puis cela va faire des fruits, des légumes et des plantes, etc. En Chine, les abeilles sont en voie de disparition à cause de la pollution. Et affirmé par Albert Einstein, si les abeilles disparaissent de la surface du globe, il ne restera que 4 ans à l'homme. Mais aussi, à cause de la perte des plantes, les animaux vont aussi disparaître à leur tour. Nous aussi, on va disparaître à cause qu'on n'aura pas d'alimentation comme les plantes et les animaux. Dans la fin, tout le monde va devenir fou et on va sûrement commencer à se manger par nous-mêmes. J'imagine que vous êtes tous déjà allés au cinéma. En tout cas, moi et Rosalie, la dernière fois qu'on est allés, on a pas mal ri. Et on s'est demandé en rentrant chez nous, qu'est-ce qui a créé cette émotion-là dans notre cerveau. Donc, tout commence du signal du cerveau. Le signal visuel part de la rétine lors de la vision pour aller vers le thalamus. Lui, c'est comme un messager. Fait qu'il va charger de transmettre l'information au cortex visuel, qui est comme un peu le big boss, puis qui va analyser tout ça puis trouver la réponse nécessaire. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'émotion. Donc, en même temps, 4 émotions vont surgir de là. Donc, la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine et l'endorphine. Chacune sont les hormones du bonheur. Par exemple, la sérotonine puis l'endorphine, eux, sont les hormones du bien-être. Quand tu ris, tu as une augmentation de ces deux hormones-là qui régularisent ton humeur et qui t'aident à te départir d'une tension. Au contraire, tu aimes ça avoir peur parce que quand tu ris et que tu as peur, bien, les 2 émotions sont liées dans ton cerveau. Ce qui crée l'effet d'un film d'horreur. Donc, la concentration, ben, tu es pas mal concentré et parce que tu veux garder l'hiver. L'adrénaline augmente, ce qui va créer l'effet de panique. Le corps est en alerte, donc la fréquence cardiaque augmente. Et pour finir, on perd des calories puisqu'on transpire. Maintenant, avec les émotions qu'on a ressenties pendant les effets d'un film d'horreur, on a créé les étapes d'un film d'horreur. Donc, les 20 premières minutes, on a des signes d'anxiété visibles et le niveau de peur augmente. De 20 à 70 minutes, l'adrénaline augmente, donc la paume de main va commencer à suer et les glandes sudoripare qui sont dans les aisselles vont s'activer. Vers la fin du film, la fréquence cardiaque augmente et la circulation sanguine va de plus belle. Et ça va créer la chair de poule appelée scientifiquement piloérection, qui est liée à l'instinct animal. Et après le film, on a un retour au réel qui peut créer du sommeil ou de la fatigue. Si vous consommez trop de films, bien, ça peut créer des problèmes néfastes sur votre corps. Par exemple, des yeux secs, une sensibilité excessive des yeux à la lumière, la myopie, puis même la photophobie. Au contraire, si vous voulez régler certains problèmes, il existe la filmothérapie qui désigne une pratique bien spécifique de la vidéo et plus spécifiquement des films à des fins thérapeutiques. Par exemple, quelqu'un qui est dépendant au tabac va pouvoir regarder une vidéo où quelqu'un arrête sa dépendance et cela pourra engendrer la diminution de sa dépendance ou même l'arrêt de sa dépendance au tabac. Et en bref, les émotions sont envoyées du cerveau jusqu'aux hormones qui vont les classer dans des catégories différentes. Ensuite, une fois qu'ils l'ont classé, une réaction survient. Et maintenant, est-ce que c'est clair?
Des questions? Les atomes et les molécules, que sont-ils et à quoi servent-ils? Les atomes, c'est les plus petites unités de matière dans le monde et sont constitués d'un noyau et d'un cortège d'électrons qui gravitent autour du noyau. Le noyau, lui, est constitué de protons et de neutrons. Quand deux atomes ou plus sont liés ensemble chimiquement, ça forme une molécule. Une molécule, c'est une combinaison d'au moins deux atomes de même ou de différentes sortes qui figurent dans le tableau périodique. Les molécules, ça peut pas être n'importe quel atome ensemble avec n'importe quelle position. Comme par exemple, le dioxyde de carbone, dans mon exemple, des rouge, noir, rouge, pour faire oxygène, carbone, oxygène. Mais ça peut pas être oxygène, oxygène, carbone, sinon ce serait instable et pourrait potentiellement exploser. Bonjour, ici Marie-Félix et Elisabeth. Et aujourd'hui, on va vous parler de la contraception. Est-ce que vous savez c'est quoi? La contraception, c'est quand, exemple, tu as une grossesse non désirée et c'est pour que ça empêche justement les grossesses qu'on veut pas avoir. Donc, il y a différentes méthodes. On va parler des 5 plus connues. En premier temps, on a le condom. Donc, ça, qui est aussi appelé préservatif, qui est émis par l'homme et qui est en différentes grandeurs, différentes sortes. Il y en a aussi pour le sexe oral avec des saveurs, comme ici, on peut voir. Et il y en a de toutes sortes, de toutes grandeurs et c'est pour empêcher que le sperme, donc les spermatozoïdes, se propagent et se promènent. Il faut l'enlever après chaque rapport sexuel. Ensuite, on a aussi le condom vaginal qui, lui, est inséré à l'intérieur du vagin, qui est comme un grand condom. Puis il y en a en différentes sortes, comme il y en a en latex et aussi pas en latex pour ceux qui sont allergiques. Donc il faut aussi le retirer après chaque rapport sexuel. Pour continuer, donc on a le stérilet, donc, qui est ça ici, qui va être déposé dans le fond de l'utérus et qui va, malheureusement, après 7 jours de l'avoir déposé, faut prévoir une autre façon de contraception. Ensuite, on a la pilule contraceptive. Donc, c'est 21 comprimés avec des hormones. Puis ensuite, on a 7 qui sont du placebo, qui est en fait du sucre qui va être mis par les cycles menstruels. Mais tu peux aussi continuer de prendre ça avec des hormones pour arrêter tes règles. Et également, encore parlant des règles, si ton cycle qui est vraiment irrégulier, donc si, exemple, tu les as une fois chaque 3 mois ou 2 fois durant le même mois, bien, prendre la pilule, ça va aider pour que ce soit régulier. Pour continuer, on a la patch, dans le fond, qui est ça ici, qui va être déposée sur l'épaule, sur le ventre, sur les fesses ou sur le bas du dos, et qui va délivrer des hormones, mais qui doit être enlevée pendant le cycle menstruel et remettre et changer, en fait. Ensuite, nous avons l'anneau vaginal, qui est en fait très souple. Il faut que tu le plies, tu l'insères à l'intérieur du vagin, comme on voit sur le plan ici. Et comme ça, ici, ça va empêcher que les spermatozoïdes se propagent et également, ça va libérer des hormones. Pour finir, on a l'avortement qui est pour mettre fin à une grossesse non désirée. Il y a différents pays où c'est illégal, comme dans celui-là ici. Puis il y a une femme sur 4 qui a un rapport sexuel non protégé qui doit avoir lieu un avortement. Puis ça, c'est pas ce qu'on veut. Fait que c'est important de se protéger. Pour continuer, on a les maladies transmises sexuellement. Donc, on a l'hépatite B, qui est un cancer du foie et des lésions graves du foie et quelques maladies. On a ensuite l'herpès génital, qui est une infection. Puis ça, c'est héréditaire. Fait que tes enfants peuvent en avoir. Puis ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et on a le HPV, qui a un risque de cancer de l'utérus et des maladies de verrues, etc. Ensuite, nous avons la gonorrhée, qui ça crée l'infertilité. Fait que ça empêche une femme ou un homme d'avoir des enfants. Pour finir, on a le VIH, qui est également le sida, qui va être une contamination à vie qui va atteindre le système immunitaire. Par exemple, ça peut causer la mort comme Freddie Mercury, le chanteur de Queen, qui est décédé du sida. Cette année, pour faire cette expérimentation, nous nous sommes questionnés sur les produits nettoyants. Nous avons fait une expérimentation pour savoir quel produit nettoyant multisurface allait être le plus efficace. Avant de commencer, nous voulions avoir votre avis. Quel produit nettoyant nettoie le mieux? Le Monsieur Net, le Windex, le Lysol ou bien le Hertel. Pour savoir lequel est le meilleur, nous avons étalé une cuillère à soupe de sirop de maïs de marque Caro sur une surface. Ensuite, nous avons nettoyé le produit avec 15 ml de produit nettoyant. Pour commencer, le Windex n'a pas très bien nettoyé. Il reste presque tout le sirop de maïs. Le Lysol, tant qu'à lui, a laissé aussi plus de la moitié du sirop de maïs. Au début, je croyais que Lysol
serait plus performant que les autres. Maintenant, je peux constater que mon hypothèse était fausse. Au sujet du produit nettoyant RTL, originaire du Québec, il a mieux nettoyé à certains endroits sur le comptoir. Pour finir, le Monsieur Net a presque nettoyé tout le produit. Il s'agit du meilleur produit que nous avons testé. Laissez-nous vous en parler un petit peu. Il est fait d'ingrédients biodégradables et naturels. Il ne contient pas d'eau de javel ni d'ammoniac. Le produit nettoyant Monsieur Net est très efficace, mais malheureusement, il a été créé dans une entreprise qui teste ses produits sur les animaux. En conclusion, pour avoir des surfaces plus propres, on vous encourage à utiliser le produit nettoyant d'origine américaine, Monsieur Net.